Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour votre débat hebdomadaire ici depuis le Collège des Bernardins dans ce très bel amphithéâtre. Alors nous poursuivons ce soir un cycle de débats que nous avons entamé au début de cette année sur la responsabilité, notre responsabilité à chacun au cœur de la vie économique. Nous l'avons vu sous l'angle de notre rôle en tant que salarié, puis d'épargnant. Et bien ce soir il sera question de notre rôle en tant que consommateur. Consommer. Voilà une pratique qui nous est commune. En effet, qui ne consomme pas, mais qu'en faisons-nous en réalité ? Est-ce simplement la satisfaction de nos propres besoins individuels ou alors un acte potentiellement responsable ? Consommateur et responsable, c'est le thème de notre débat avec trois invités que je salue, que je vous présente sans plus tarder, non sans les avoir remerciés de nous consacrer ce temps. À commencer par vous, Denis Gancel. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. Le président de l'agence de communication W et compagnie. Et à ce titre, vous êtes un spécialiste reconnu de la communication de marque. Alors vous êtes tous venus avec des livres. Alors je vais essayer d'en présenter au moins un par invité. Le vôtre, le dernier, s'intitule « La France est une chance ». La France est une chance parce qu'on verra tout à l'heure que la marque France, c'est pour vous une passion. À côté de vous, on passe de l'homme de communication au philosophe, mais il y a sans doute des points communs entre ces deux positions, ces deux rôles. Alain Cugnot, bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit, philosophe. Vous avez longtemps enseigné la philosophie, notamment au fameux lycée Lacanal à Sceaux. Et votre dernière production s'intitule ce merveilleux titre « La libellule et le philosophe ». Et alors, j'avoue que je n'ai pas lu votre livre, je m'empresserai de le faire après l'émission. Je ne l'ai pas fait parce que ça n'était pas nécessaire pour animer ce débat, mais je dois dire que j'ai découvert avec bonheur que ce titre renvoie à une réalité, c'est que vous êtes un grand amateur de libellules. C'est vrai, oui. Et c'est fondamental pour la consommation, c'est évident. Ah ben vous allez nous dire pourquoi. Enfin, Alain Bazot, bonsoir. Alors vous êtes le président de l'UFC Que Choisir. Qui ne connaît pas l'Union fédérale des consommateurs, cet organisme qui tente depuis des années de défendre nos intérêts de consommateurs contre tous ceux qui sont supposés nuire à cette liberté de consommation ou la tirer vers le bas. Et vous êtes l'auteur d'un Consommateur si tu savais, qui est un ouvrage qui est paru aux éditions Plomb. Alors, on va commencer avec le philosophe. Allez, je tirais au sort et j'ai choisi le philosophe. Moi, j'avais envie de vous demander, Alain Cugnot, si ces deux notions de consommation et de responsabilité étaient conciliables. Est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'antinomie radicale entre ce qui est, dans une société dite de consommation, une quête de bonheur individuel, d'émancipation, j'en passe et des meilleurs, et une notion de responsabilité qui, elle, évoquerait presque l'acte politique, en tout cas l'acte réfléchi, et l'acte collectif qui sort de l'individuel. Est-ce que ces deux notions peuvent être, comme nous le faisons, avec un point d'interrogation dans le titre de ce débat, peuvent être réunies ? Bien, c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas s'il y a vraiment une antinomie ou une opposition, mais en tous les cas, ça ne va pas de soi de réunir les deux termes parce que dans le geste de la consommation, et nous sommes nécessairement des consommateurs, eh bien, j'ai affaire, dans le geste de la consommation, j'ai affaire, comme vous le disiez, à mes besoins. J'ai affaire à une pratique que je ne réfléchis jamais parce qu'elle est toujours intégrée dans un mouvement qui va vers autre chose. Il faut qu'on m'alerte pour me dire, mais attends, en tant que consommateur, tu as peut-être une responsabilité. Parallèlement, la responsabilité renvoie nécessairement à une perspective morale, éthique. Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que ça entre dans les exigences qui sont les miennes ? Et les deux directions, celle de la consommation, je suis toujours en train de transiter par la consommation, je ne m'arrête pas à la consommation, je consomme. Et puis la question, qu'en est-il de ma responsabilité politique et morale ? Il y a quand même un lien qui se dessine assez facilement, c'est que nous ne consommons jamais n'importe comment. C'est-à-dire que toute consommation, aussi rudimentaire soit-elle, est intégrée dans un ensemble, ne serait-ce qu'un ensemble mimétique. Je ne consomme jamais que ce que les autres consomment également.
Donc je suis toujours aussi déjà introduit dans une scène ou sur une scène qui est déjà la scène politique. Alors on va demander à Denis Gancel de réagir à ce que vous venez de dire. Le consommateur ne réfléchit jamais. Alors ça veut dire qu'il est conditionné par des gens qui, comme vous, travaillez sur l'image des marques. Oui, il y a une expression qu'on entend parfois, c'est l'achat d'impulsion qui laisserait à penser qu'effectivement le consommateur ne réfléchit jamais. En fait, bien sûr que si, il réfléchit parfois. Et parfois, il cède à l'achat d'impulsion. Et c'est ça qui fait tout le charme et tout l'intérêt du sujet que vous posez aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet important et très difficile. Alors, pourquoi c'est un sujet important ? D'abord parce que, je pense que Alain, vous le savez, Alain Bazot le sait, c'est 50% du PIB, la consommation. Monsieur Hollande, président de la République, ce soir, est en train de parler de quoi avec Madame Merkel, si son avion arrive ? De relancer la consommation. Il est en train de parler de la relance de la consommation. Alors, est-ce que c'est la consommation qu'on relance ? Qu'on vient de le faire l'Allemagne, plus 6% des salaires. C'est fait pour quoi, à votre avis ? C'est pas pour augmenter l'épargne, c'est pour augmenter la consommation. Donc, c'est extrêmement important. Nous vivons de la consommation. Donc, je le dis tout de suite, la consommation, c'est pas le diable. Et donc la consommation nous fait vivre, et que quand on est en panne de consommation, eh bien le pays est en panne, et c'est d'ailleurs ce qui arrive à énormément de pays développés. C'est un sujet très difficile parce que la consommation et le consommateur, et c'est le petit point qui me gêne dans le sujet, c'est que se conjugue toujours au pluriel. C'est comme quand on dit le français, c'est absurde. Le consommateur, qui est-il ? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un consommateur de Luanda, en Angola en ce moment, un consommateur d'Istanbul, d'où je viens, ou un consommateur de New York, un consommateur de Paris? Ça n'a rien à voir. Entre un consommateur qui fait partie des 750 000 surendettés, ménages surendettés français, ou un consommateur qui fait partie de ces clients qui favorisent l'industrie du luxe, en ce moment, qui ne s'est jamais aussi bien porté. On ne peut pas aborder ce sujet avec un singulier normalisateur. Alors il faut le segmenter en fonction du type de population. Il ne faut pas avoir peur de le segmenter. Ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend comment. Entre un consommateur qui consomme ses besoins essentiels que sont la nourriture, le logement et le transport, et un consommateur qui consomme des besoins superficiels comme le luxe et qui le fait par Internet ou physiquement, tout ça n'a rien à voir. Enfin, si vous me le permettez, pour compliquer la chose, c'est que ce sujet ne peut pas être abordé de façon isolée. C'est-à-dire, le consommateur responsable, évidemment, ça met en cause l'interface du miroir, l'autre côté du miroir, qui est bien entendu la marque et l'entreprise. Et au-delà de la marque et l'entreprise, de cette dialectique très compliquée, il y a bien entendu les associations de consommateurs. Donc le consommateur n'est pas isolé. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais c'est évidemment fondamental. Et évidemment, le consommateur, aujourd'hui, il est plongé dans une responsabilité sociétale sur laquelle on va sans doute revenir. Alors, Alain Bazot, Alain Cugnot a dit que le consommateur ne réfléchissait jamais, mais qu'il avait besoin d'être alerté. Alors je n'ai jamais dit ça, oui. Mais on va faire comme si je l'avais dit. Vous ne l'avez pas dit, vous l'avez dit un peu quand même. Vous avez dit qu'il ne réfléchissait pas. J'ai dit que dans le geste de la consommation, il pensait à autre chose qu'à la consommation. D'accord. Donc, mais vous avez en cela répondu à ma question. Vous avez dit il n'est pas là en train de se prendre la tête et en pesant le pour et le contre de sa consommation. Elle est un comportement d'impulsion, comme l'a dit Denis Gancel. Alors, ce consommateur a besoin d'être alerté. C'est votre travail. Ça fonctionne, ça, le travail d'alerte du consommateur? On arrive à lui faire comprendre un certain nombre de choses quand il est dans cette démarche d'impulsion? Alors, c'est une démarche qui est sans cesse renouvelée. Tout simplement parce que la société de consommation des années 70 ou même des années 60, pour ne pas dire 50, puisque notre association a été fondée il y a 60 ans, dans les années 50, cette société de consommation évolue en permanence et se complexifie. Et donc, le consommateur, avant de le rendre responsable de ses actes et de le rendre conscient de ses actes, parce que ça suppose une conscience, avant d'engager une responsabilité, encore faut-il y avoir une conscientisation de l'acte. Et là, ça suppose de sortir le consommateur de sa simple réflexion, de son simple rapport, de la satisfaction de son besoin primaire et souvent immédiat d'ailleurs, pour qu'il réfléchisse au fait qu'il a sans doute le choix au moment où il consomme, au moment où il a à satisfaire un besoin de nourriture, de déplacement, d'équipement. Ce besoin, il va le satisfaire, mais il faut lui faire prendre conscience qu'au moment de son choix,
il peut influer sur un certain nombre de paramètres. Il est au cœur. On parle de la société de consommation parce qu'on est dans une société de marché. Il n'y a pas de consommateur sans marché. Et donc, il a entre les mains, au moins théoriquement, parce que je pourrais assez facilement démontrer que ça reste souvent très théorique, mais au moins en théorie, le consommateur, il doit être le régulateur du marché et par sa demande, il doit dire s'il a besoin de biens qui sont plutôt durables, de biens économes en énergie, de biens qui préservent la nature, qui préservent la santé, etc. Enfin, il a surtout besoin, globalement, de biens moins chers. J'ai l'impression quand même que s'il y a une pression, pour reprendre l'expression que vous utilisez, un rôle du consommateur sur son marché, sur ses marchés, c'est bien celui de faire baisser les prix. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même ce qui guide la grande majorité des comportements, ou pas? Oui, mais parce qu'on est dans une situation de stress économique, de pouvoir d'achat, de revenus qui n'évoluent pas. Le pouvoir d'achat, ça n'est pas que le prix. Hein. C'est avec ce que je gagne, qu'est-ce que je peux acheter. Donc c'est effectivement la formation des prix. Et il est vrai qu'une organisation comme la nôtre, on n'a pas un discours de bas prix à tout prix. C'est-à-dire que quand on dénonce la cherté de produits, c'est uniquement parce qu'on se rend compte que sur la chaîne de valeur, entre la production, les intermédiaires, la distribution, le consommateur, il y a des rentes de situation, il y en a qui accaparent la valeur. On le voit dans les produits agricoles, hein, où les cours aux producteurs s'effondrent, et dans les étals, les prix continuent à monter. Donc, à ce moment-là, on a un combat juste de dire que le prix n'est pas celui que devrait avoir le consommateur. Je ne suis pas sûr que le consommateur recherche toujours le bas prix à tout prix. Il arrive un moment donné où la dégradation de la qualité, ou même l'impact dont il va se rendre compte et qui peut revenir sur lui de ce choix de consommation d'acheter vraiment le moins cher possible, il peut se rendre compte, même en faisant une analyse purement égoïste de la situation, que l'acte d'achat à vil prix n'est pas forcément une bonne affaire. Alors, vous êtes engagé au nom de l'UFC Que Choisir dans la campagne présidentielle, puisque vous avez fait signer, enfin au plus grand nombre possible de gens, un pacte consumériste. Alors, je ne vous demande pas de nous expliquer tout ce qu'il y a dedans, ce serait trop long, mais quelle est l'idée là? Vous êtes vraiment, au nom des consommateurs, un lobby qui s'engage même lors des consultations électorales? Bien sûr, parce que ça a été dit à l'instant par Denis, qui disait le consommateur, la consommation, c'est le premier moteur de la croissance. Et donc on a tendance à dire, il faudrait relancer la consommation, consommer plus. Nous on dit, c'est sans doute pas consommer plus aujourd'hui qu'il faut, c'est consommer différemment, c'est consommer mieux. On va changer de paradigme de la société de consommation, pas accumuler des biens en qualité de propriétaire. On va être dans une société de l'usage, du bien durable. Donc il y a à revoir tous les paramètres de la consommation. Et donc nous estimons que le consommateur, il doit être au centre du dispositif, il doit redevenir le régulateur de l'économie, parce que je l'ai dit, un marché sans consommateur, ça n'existe pas, mais encore faut-il qu'il ait les moyens d'être ce régulateur. On en parlera peut-être, mais son information, sa non-captivité, c'est-à-dire sa liberté effective. Parce qu'on dit que le consommateur est libre, mais partout il est dans les fers. Je ne vais pas parodier Rousseau, mais en réalité il est souvent dans une situation de captivité, et ça on peut le démontrer. Bon. Et donc, interpeller les pouvoirs publics, c'est leur dire, c'est à vous de garantir un cadre, puisqu'on a une société de marché, il y a des choses que le marché peut produire, il y a des choses que le marché ne peut pas produire, et puis quand on est dans le cadre du marché, puisque c'est l'offre et la demande, c'est la liberté du consommateur, mettez en place ce cadre. Donc, dans le pacte consumériste, on a proposé aux candidats, puisque la croissance, c'est le maître mot, que le consommateur il est au centre, eh bien, faites en sorte qu'on aille vers une nouvelle consommation, une consommation notamment responsable. Et il y a des outils, il peut y avoir notamment des outils fiscaux pour orienter la demande, parce que spontanément, le consommateur ne peut pas porter toute la charge d'une nouvelle ère de consommation avec des paradigmes différents. Je vais demander à Denis Gancel, parce qu'il y a un autre acte politique, c'est l'acheter français. Ça, c'est un comportement qui est suggéré aux consommateurs à l'occasion toujours de la dernière campagne présidentielle. C'est sérieux, ça, de consommer français? Est-ce que c'est pas un peu ethnocentré, hexagonal? Est-ce que c'est un comportement qui fait grandir le consommateur, qui défend là une idée généreuse? Et puis, est-ce que ça marche? Oui, alors c'est un grand sujet en réalité, parce que je vais répondre d'une formule. L'origine n'a jamais eu autant de valeur, et la valeur n'a jamais eu autant d'origine.
La valeur n'a jamais eu autant d'origine, ça c'est l'effet de la mondialisation, de la supply chain. C'est qu'aujourd'hui, un produit, vous êtes bien foutu de savoir si ce micro vient d'un pays ou de 10 pays différents, selon qu'il a été créé, assemblé, les pièces qui ont composé ce micro, le conteneur par lequel il est passé, le port par lequel il a transité. Et donc, c'est extrêmement compliqué. C'est la raison pour laquelle le sujet de l'origine, qui a fait partie du débat des présidentielles, en fait, ne répond pas à la loi, mais répond à des règles douanières. Et qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour le consommateur d'organiser pour lui la traçabilité des produits qu'il consomme. Pourtant, c'est une très forte demande du consommateur. La grande stupeur, le grand paradoxe, c'est qu'on a pensé que la mondialisation allait faire des produits et des marques, des satellites qui tournent autour de la planète et qui n'auraient plus d'origine. C'est-à-dire que les marques seraient apatrides, les produits c'est apatride. C'est tout à fait le contraire que pense le consommateur. Le consommateur, plus il y a de mondialisation, plus il y a de nouvelles technologies, plus il y a d'immatérialité, plus il a besoin de repères, d'origine et de proximité. Et d'ailleurs, il y a 15 ans, quand on a commencé à voir Internet, on s'est dit, ça y est, le clic définitivement va détruire le mortard. Moi, j'assistais à des conférences où on expliquait que c'était la mort des agences de voyage, la mort des réseaux bancaires, la mort du commerce de proximité. Tout ça ne s'est pas produit. Et donc, il y a un sujet qui est extrêmement important, c'est que la mondialisation et l'arrivée des pays à croissance rapide provoquent quelque chose de très intéressant. C'est que ces pays, par exemple la Corée du Sud, l'Inde, le Brésil, beaucoup de pays d'Afrique, ont comme nom de cesse et ont comme obsession de récupérer le capital immatériel qu'on leur a volé au XXe siècle. En clair, au XXe siècle, ces pays n'avaient droit que de livrer en sac ou en vrac des matières premières qui étaient brandées, donc marquées, par les pays occidentaux et qui prenaient 100% de la marge. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, évidemment, ces pays ont quelque chose de tout à fait nouveau, c'est qu'ils ont accès à l'audience à bon compte et à bon marché. Autrefois, les marques d'un pays émergent, et il se passe au passage un phénomène très intéressant, c'est que tous les sous-traitants des grandes firmes multinationales dans ces pays émergents sont en train de couper le cordon avec leur maison mère. Exemple, la Corée du Sud, vous avez Sony au Japon arrêté de construire des télévisions. Pourquoi ? Parce que ces sous-traitants d'hier, Samsung et LG, ont décidé de couper le cordon en disant nous on va se débrouiller tout seul, les télévisions on va les fabriquer en valorisant notre propre marque. Et donc, pour terminer sur votre question, vous voyez bien ce qui est en train de se passer. C'est une sorte de trépidation des pays à très fort capital imaginaire. Exemple le Brésil, c'est ce qu'a magnifiquement réussi Lula, en valorisant sa marque pays, en valorisant les marques. Exemple pour les dames dans l'assistance pour les tongs Havaianas. Qu'est-ce que c'est Havaianas ? C'est vert, c'est jaune. Et ça porte l'image du Brésil et ça rayonne sur le monde entier. Tout ce raisonnement vaut pour les pays émergents, et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que nous sommes interpellés, nous, vieux pays, à culture ancestrale, avec ce que je pense pour la France, sans doute le pays au monde qui a le gisement d'imaginaire et d'immatériel le plus important au monde. Nous sommes comme les enfants doués et gâtés, c'est-à-dire que nous sommes négligents, nous ne travaillons pas, et nous ne nous occupons pas de notre capital immatériel. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous avez énormément de marques qui cherchent à récupérer leur patrimoine d'origine, de façon à pouvoir profiter du capital immatériel. C'est évidemment vrai dans le luxe. C'est évidemment avec luxe, le luxe et beauté, évidemment, sont synonymes de français. Mais c'est vrai évidemment dans l'agroalimentaire. Mais c'est vrai de plus en plus dans un certain nombre de produits qui cherchent à récupérer l'imaginaire du pays. Alain Cugnot, est-ce que vous auriez la gentillesse et l'audace de nous donner une définition, votre définition du consommateur responsable ? Oula. Oui, on peut essayer en tous les cas. Parce que il y a un paradoxe du consommateur, me semble-t-il. D'une part, il est tout puissant. Il est tout puissant parce que c'est lui qui achète les produits, c'est lui qui donne son argent. Et par conséquent, il devrait pouvoir imposer sa loi. Mais le paradoxe, c'est que le consommateur ne peut prendre que de micro-décisions. Et c'est extrêmement difficile de prendre une micro-décision en lui donnant une portée qui dépasse l'acte par lequel j'achète mon paquet de café ou mon paquet de pâtes alimentaires. Alors, c'est une question qui est
très classique en philosophie politique. On a la même chose avec le vote. Un électeur vraiment rationnel ne devrait pas voter, puisque de toute façon, sa voix sera comprise dans le seuil d'incertitude du décompte des voix. Donc il irait pêcher à la ligne, il peut être assuré que ça ne changerait rien. Il faut donc arriver à ce que les consommateurs changent de registre et ils ne poseront de micro-décisions qui auront des effets que si on arrive à lui montrer quoi ? Non seulement que ça a un sens, non seulement que c'est, par exemple, moralement ou politiquement intéressant, mais il faut surtout lui montrer qu'il est en train de faire un acte qui lui donne satisfaction dans le présent. Bien sûr. Donc à la fois avoir sa satisfaction de consommateur de l'instant et en même temps y intégrer une dimension morale de long terme. Voilà, de long terme. Mais le long terme ne suffit pas. C'est-à-dire que si on vous dit continuez comme vous faites et vous allez droit dans le mur, une telle proposition n'a jamais fait changer personne. Que ce soit un élève, que ce soit une nation. Il ne faut pas être alarmiste avec le consommateur, il n'est pas sensible à ce genre de discours. Non seulement il y est sensible, mais négativement. C'est-à-dire qu'on risque d'accélérer les processus que l'on veut freiner si on fait peur aux gens, comme on dit. Ce qu'il faut arriver à montrer, c'est que ce micro-geste par lequel, en tant que consommateur, je peux prendre le pouvoir, il s'inscrit dans une compréhension de ma propre vie, ici, maintenant, dans le présent, qui lui donne une dimension satisfaisante. Or, il n'y a qu'un seul bien qui puisse revendiquer une telle prétention, c'est-à-dire prendre du sens dans le présent d'une manière infinie. Il y a une seule chose, c'est la vérité. Alors, la vérité. C'est la vérité. Est-ce que le commerce équitable, c'est une expression véridique d'une consommation responsable ? Il faut voir. On prononce le mot commerce équitable. Il faut aller voir. Il faut aller voir sur le terrain. Enfin, sur le terrain, je ne sais pas. Bon. Mais ça doit être théorisé. Et tant qu'on ne le théorisera pas, mais je pense qu'on le théorise pas mal, c'est la théorie qui est intéressante. En tout cas, le premier des constats, c'est que les Français sont très partagés sur cette question. Ils y sont très favorables, mais ils le consomment peu. Ils sont même un peu dans la défiance. Comment vous expliquez ça ? Mais, vous savez, le consommateur a eu l'habitude d'être instrumentalisé par des données morales ou regardez ce qui s'est passé avec le bio. Le consommateur, avant que les choses soient vraiment encadrées, a été largement abusé de la notion de bio. Je ne vais pas citer des grandes marques qui appelaient leurs produits bio alors qu'il n'y avait rien de bio. Donc le consommateur, une fois qu'il a une conscience et que les professionnels ont réalisé qu'il y avait là matière à, utiliser cette conscience, eh bien, c'est extrêmement contre-productif si on ne donne pas des assurances déjà sur la vérité. Et le commerce équitable, c'est tout à fait un exemple majeur. Bon, on s'est rendu compte, par exemple, nous, quand on a fait des enquêtes, parce que souvent on reproche à l'UFC Que Choisir de ne pas promouvoir suffisamment, par exemple, le commerce équitable. Bon. Sauf que nous, on a l'habitude d'aller voir sur place, de regarder la vérité vraie, savoir si, quand on dit équitable, qu'est-ce qui est équitable, à quel endroit est-ce équitable. Et on se rend compte que quand, au final, le consommateur a un produit dans un étal qui est étiqueté commerce équitable, et qui plus est, la plupart du temps, le paye plus cher. Donc ça veut dire qu'il fait en plus un effort économique. Encore faut-il que ce soit en toute loyauté. Et on s'est rendu compte de deux choses, c'est qu'on n'avait pas toujours la garantie que l'équité, elle était bien sur toute la filière, c'est-à-dire une fois qu'on a réglé le cas du producteur dans le pays, on voit il est rémunéré avec un certain nombre de concepts, donc il n'est pas sous-rémunéré, il a une visibilité sur le prix et les achats qu'on va lui faire, etc., etc. Mais on s'est rendu compte que si ça c'était équitable, parfois tout le reste ne l'était pas, voire pire, on s'est rendu compte dans des enquêtes prix et études de marge que la grande distribution faisait plus de marge sur les produits étiquetés et équitables que sur les autres.
Donc ça interpelle, Ah oui, oui. et on voit que le consommateur, on va utiliser sa conscience qu'il a et de l'impact et des choix qu'il fait de consommer des produits qui assurent un certain revenu à des producteurs. Il en a conscience, mais le retour du bâton, c'est que s'il se rend compte qu'il n'a pas la garantie de la vérité de cette démarche équitable, eh bien, Denis il va Gansel. s'abstenir. Oui, moi je voudrais vous rebondir, si vous me permettez, sur les propos tenus par Alain et Alain. Les deux Alain. Voilà. Je trouve que on est vraiment au cœur du sujet là maintenant. Alors d'abord, pour préparer cette rencontre, moi j'ai lu Alain Cugnot. Et alors il dit quelque chose dans une de ses interventions que je trouve formidable sur l'éthique. Parce que entre l'équité et l'éthique, on n'est pas très loin. Et donc il dit, l'éthique c'est une exigence, dans une de vos interventions, c'est toujours via quelqu'un qu'on est confronté à l'essentiel. Et c'est intéressant parce que dans le débat là qu'on vient d'avoir, que vous venez d'avoir, on voit le glissement qui s'opère entre la responsabilité du consommateur et la responsabilité de l'entreprise, c'est-à-dire la responsabilité de la marque. Lorsqu'on parle des produits équitables, le consommateur il y est pour rien dans le produit équitable. On lui propose un produit, est-ce qu'il est équitable ou pas? C'est pas de son fait, c'est du fait de l'entreprise. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Alain, sur ces deux points qui me paraissent majeurs, parce que c'est là où tout est en train de changer. C'est le consommateur est tout puissant et, vous avez dit, il ne peut prendre que des micro-décisions. Pendant toute l'après-guerre, c'est-à-dire, 60 ans, 2 fois 30 glorieuses, vous avez eu un rapport marque-consommateur qui était précisément sur ce consommateur, qu'on appelait d'ailleurs une cible, donc on ne faisait pas du marketing, on faisait de la balistique, et qu'on cherchait en fait à instrumenter, c'est ce que vous venez de dire, parce que de toute façon, on s'en fichait pas mal, il ne pouvait prendre que de micro-décisions. Exemple, lorsque vous aviez un fer à repasser qui était de mauvaise qualité et que finalement vous étiez fort mécontent face à la marque qui vous l'avait vendu, à qui vous en parliez? Vous en parliez à vos proches, éventuellement à votre quartier, 25 personnes, mais la marque s'en foutait pas mal. Donc votre micro-décision... Il y avait déjà les associations de consommateurs. Certes, mais qui, comme par hasard, ont été créées en 1950. Et donc le temps qu'elles s'installent, mais les associations comme la vôtre avaient au début une faible résonance, un faible écho. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Récent, là, mais c'est très simple. C'est Internet. Mais non, mais c'est ce que vient de dire Alain. C'est que le consommateur aujourd'hui, il est tout puissant, et il commence à s'en apercevoir. Pourquoi? Parce que le consommateur a l'audience. Et là, c'est très intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure avec l'analogie avec le vote politique. Parce qu'on se dit finalement, mon vote n'a pas d'importance puisqu'il n'a pas d'audience. Sauf que le consommateur, désormais, a le clic. On dit que le droit du client, c'est d'acheter, de nuire ou de prescrire. Quand vous achetez, vous nuisez ou vous prescrivez sans audience, la marque s'en fout. Le jour où vous avez une audience mondiale, en 2 clics, c'est Internet. Que vous avez le clic assassin grâce à Internet, vous avez la possibilité que votre micro-décision devienne une macro-décision. Mais comment? Parce que ça paraît pas évident de dire simplement c'est grâce à Internet. Comment est-ce que tous ces comportements individuels arrivent à s'agréger mieux qu'avant? Eh bien parce que ce qui était vertical est en train de devenir latéral. Eh bien parce que le consommateur se rend très bien compte, avec d'ailleurs les associations, mais pas que les associations, que la capillarité digitale, pensez qu'il y a 6 milliards de lignes. Capillarité digitale. Il y a 6 milliards de lignes mobiles ouvertes dans le monde, c'est-à-dire pratiquement autant que d'habitants sur Terre. On va doubler ce chiffre dans les 10 ans à venir. Les câbles sous-marins qui passent et qui irriguent l'Afrique font que le consommateur, aujourd'hui, il est en train de se rendre compte qu'il a ce pouvoir. Et donc, j'en termine. Donc, il prend le pouvoir. Moi qui conseille les marques toute la journée, je peux vous dire, et j'atteste du fait que les marques sont devenues des tigres de papier et qu'il y a un immense danger, c'est qu'en fait, elles se disent, on a piégé le consommateur pendant 60 ans. Et aujourd'hui, on est bien embêté, on voudrait récupérer du pouvoir. Et elles cherchent à récupérer du pouvoir à travers le piège numérique. Alain Bazot, réagissez? Oui, moi, je ne suis pas du tout convaincu. C'est-à-dire qu'Internet, c'est une formidable opportunité, effectivement, que tout le monde sache tout sur tout. Quand on voit les forums, je veux dire, le consommateur, il perd le nord. Quand vous allez rechercher une information sur tel produit, sur tel professionnel, les forums, vous avez absolument tout et son contraire. On sait très bien aussi que les professionnels ont investi la toile, ils payent en permanence des professionnels pour alimenter de façon positive
le jugement sur le produit ou sur le service, pour contrer les consommateurs qui, chacun va y aller de son propre discours. Et au final, je ne sais pas comment le consommateur peut se déterminer. Plus le bon grain livré. Voilà. Et comment il peut y avoir un effet de masse, c'est-à-dire la juxtaposition des micro-décisions qui, toutes convergentes, vont rééquilibrer, j'allais dire, l'offre et la demande. Car c'est bien, j'allais dire, c'est le rôle d'ailleurs des associations de consommateurs, d'une certaine façon, de coordonner à travers de l'information que l'on donne, si elle est fiable, si elle est reconnue. Je veux dire, on ne s'en cache pas, l'UFC Que Choisir, on sait très bien qu'on influence le marché. Je pourrais donner des exemples où quand on a sorti des tests sur des produits ou des comportements d'entreprise, les entreprises voient une part de marché diminuer parce qu'on a un effet de prescription, c'est dire la responsabilité que ça nous donne quand on sort un... Bon, mais du coup, voilà, je ne suis pas sûr que le consommateur récupère un véritable pouvoir pour le moment avec le phénomène d'Internet. Il est vrai que les professionnels risquent gros lorsque un certain nombre de consommateurs va dénigrer un professionnel. Et d'ailleurs, ils ne laissent rien passer. Je sais très bien le nombre incalculable de poursuites qu'il y a devant les tribunaux correctionnels de la part des professionnels qui surveillent la toile et qui systématiquement déposent plainte contre les particuliers parce qu'ils ont dénigré leurs produits. Je le sais, le pôle de Paris sur la diffamation, je le sais parce que je suis régulièrement attaqué en justice en tant que directeur des publications, même si je suis toujours relaxé, c'est pour ça que je suis libre ce soir. Mais autant le particulier, lui, n'est pas protégé parce qu'il n'a pas un statut de président d'association avec liberté d'association, bon, tout un corpus de règles qui préserve la liberté d'association et donc la liberté de parole qu'on a à ce titre. Mais voilà, individuellement, il y a un risque d'impact très négatif, mais c'est le consommateur individuel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une prise de pouvoir plus globale du consommateur. Alain Cugnot, que vous en pensez ? Qu'on ne fera pas l'économie d'une réflexion politique pour médiatiser les rapports entre les producteurs et les consommateurs. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de confrontation d'une nébuleuse de consommateurs, même informés par Internet, et puis une nébuleuse plus facile à organiser des producteurs qui lui répondraient. Je crois que s'il n'y a pas de médiation nettement politique, c'est-à-dire avec des lois, avec des règles, et surtout avec un mode de réflexion qui permette de s'y repérer, je crois que si on ne met pas ça en place, il y aura des phénomènes chaotiques, c'est-à-dire il y aura... Alors, mais de quoi on parle exactement ? C'est comme pour la démocratie. Une démocratie aussi, où il n'y a pas de parti politique qui organise l'opinion publique, on sait très bien l'importance que jouent les partis politiques dans la formation des opinions et le débat démocratique. Eh bien, je pense que sur le terrain de la consommation, absolument, les corps intermédiaires que devraient être les associations de consommateurs qui réfléchissent au sens de la consommation, etc., devraient avoir une place, évidemment, je prêche pour ma chapelle, mais plus importante, parce que je ne crois pas à la génération spontanée, même avec Internet, des consommateurs qui vont s'organiser, avoir une conscience éclairée et puis changer un petit peu la donne du marché de l'offre et de la demande. Vous portez des accusations à la Bazo, enfin votre organisme assez violente. Vous dites l'écologie, le développement durable, la santé constituent de plus en plus un alibi à des stratégies purement commerciales et aux vertus contestables. C'est-à-dire qu'au fond, oui, vous dites que déjà ce discours est frelaté. Mais non, mais le greenwashing, ça, on sait bien que ça arrive. Tout le monde va sortir son label vert. Regardez, dans le domaine de l'agroalimentaire, toutes les allégations santé. Que manger telle ou telle chose, ça permet d'avoir une meilleure peau, d'avoir une meilleure santé, de régler les problèmes de cholestérol, bon, etc., etc. Et on bataille régulièrement, et on a d'ailleurs gagné une belle bataille, parce que sur le plan européen, on a posé la règle que ces allégations nutritionnelles ou ces allégations de santé, à partir de maintenant, les professionnels doivent les prouver. Et on a 9 cas, non, attendez voir, on a à peu près 80% des allégations qui sont retoquées par l'autorité indépendante européenne en disant vous n'avez pas prouvé que votre allégation santé, elle est bonne. Aujourd'hui, la santé, c'est devenu un enjeu majeur, y compris dans la sphère de la consommation, car la mutualisation recule. Et donc, à la fois les comportements de consommateurs, la façon de manger, la façon de se déplacer ou pas de se déplacer,
qui passe par des actes de consommation, il y a un impact sur la santé. Et puis je ne parle pas de la consommation des médicaments, où là, c'est une nouvelle sphère qui s'ouvre, avec une automédication qui est de plus en plus grande, des consommateurs qui ne vont plus chez le médecin, ils n'ont pas de mutuelle, bon, etc., etc. Donc la mutualisation qui recule, on a de plus en plus souvent des consommateurs qui sont un peu livrés à eux-mêmes, avec des arbitrages à faire tout seul, quitte à aller voir le pharmacien qui ne remplit pas forcément son devoir de conseil, comme on l'a vu dans une enquête. Bref, tous ces sujets maintenant sont devenus majeurs chez le consommateur. Comment être écologiste, comment avoir une consommation qui n'a pas d'impact négatif sur ma santé. On n'a pas en face de soi une information qui est nécessairement loyale et Alors, sur la vérité. La sincérité du message, ça c'est pour Denis Gancel, c'est le problème de la communication. Tout est suspect au fond, c'est ça que vous avez l'air de dire. Oui, alors si vous me permettez de rebondir, enfin moi je suis moins, j'ai pas tout à fait la même analyse que vous. Dans tous les secteurs, on voit une désintermédiation. Aujourd'hui, quand on fait par exemple quand on vend de l'automobile, on voit le désarroi des vendeurs qui voient arriver des acheteurs qui en savent plus que les vendeurs. Quand vous êtes chez Darty, aujourd'hui Darty a une énorme difficulté, c'est que le magasin et les étiquettes ne sont pas faites pour les acheteurs, ils sont faits pour les vendeurs, parce que les vendeurs, en fait, essayent de suivre ce que les acheteurs ont appris par Internet. Donc, je pense que vous, associations, comme les consommateurs, comme les marques, doivent évoluer fortement parce que, j'y reviens, le numérique et Internet est en train de changer la maturité. Je vous accorde que tout le monde n'en est pas là. Ça dépend, que tout ça est évidemment subtil. Mais c'est vraiment un mouvement très, très, très fort. Je voudrais juste relever deux points qui m'ont intéressé en lisant le sociologue Jean Viard. Alors Jean Viard, il dit quoi? Il dit on vit en moyenne 700 000 heures. Il y a un siècle, on vivait 400 000 heures en termes de longévité. Sur ces 700 000 heures, on dort 200 000. On travaille 65 000 heures. Donc, grosso modo, on est très occupé pendant 300 000 heures. Autrefois, on vivait 400 000, donc il restait 100 000 pour le temps libre, pour le temps privé. Et le temps, en fait, collectif prenait quasiment les 3/4 de la vie d'une personnalité. Ce qui arrive aujourd'hui, du fait de la longévité, un enfant sur 2 qui naît en France vivra centenaire, nous récupérons 400 000 heures de temps privé. Voilà. Et ces 400 000 heures de temps privé, ils vont être consacrés à quoi? Évidemment, aux proches, à la famille, hein, c'est ce que demande la population, mais ils vont être consacrés à la consommation. À la consommation. Et donc, ça c'est une première donnée que je soumets. Et la deuxième chose par rapport à votre question sur répondez à ma question. À la sincérité, oui. C'est que les marques, elles sont aujourd'hui, je l'ai dit, extrêmement, on va dire, elles sont perplexes pour 2 raisons. D'abord parce qu'elles ont affaire à 2 mondes, alors qu'avant, elles avaient affaire à un monde. C'est-à-dire qu'elles avaient affaire à un monde assez simple, où il s'agissait de répondre aux attentes de consommation de consommateurs avides de besoins, notamment après-guerre, hein, qui a duré un certain temps, en convertissant leur industrie de guerre en industrie civile. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis aujourd'hui, elles se retrouvent avec un monde qui est comme ça, mais qui est le monde du Sud. Et puis deuxièmement, elles ont à régler le problème des marchés matures où elles n'ont pas de croissance et elles ont des consommateurs blasés. Elles ont des consommateurs qui n'ont pas le moral et qui sont dépressifs. Et dernier point, et ça relève de leur sincérité et de leur éthique et donc de leur exigence, c'est qu'elles ont un consommateur qui dit, je vous donne un chiffre, 85% des consommateurs attendent des entreprises et des marques qu'elles améliorent leur bien-être personnel et collectif. Et qu'aujourd'hui, le consommateur, il attend, ce qui est un immense problème pour les marques, qu'elles interviennent dans l'intérêt général, dans la sphère de l'intérêt général, directement. Il y a des tas d'exemples sur ces sujets. Starbucks qui s'occupe du ministère du Travail aux États-Unis et qui dit le président de Starbucks qui prend la parole et qui dit écoutez, le ministre du Travail est nul, je crois qu'on va s'en occuper et je fais un réseau d'agences pour l'emploi dans mes cafés Starbucks. C'est Pepsi Cola qui décide d'arrêter de faire de la publicité et qui décide de développer des œuvres pour aider toutes les personnes en difficulté, etc., etc. Et donc les marques qui sont des réseaux internationaux très efficaces sont interpellées pour essayer de résoudre des sujets transversaux, globaux,
comme évidemment le stress hydrique, comme la faim dans le monde, comme évidemment le réchauffement de la planète. Et le consommateur dit, mais dites donc Coca-Cola, moi je vous vois dans 200 pays quand je voyage, peut-être que vous pourriez me résoudre ce problème global, alors même qu'il n'y a aucune conférence de consensus au niveau de la gouvernance des pays qui n'a réussi depuis 30 ans. Pas une. Pas une. Et je vous donne un dernier exemple, c'est que le sommet de Rio, le réchauffement de la planète n'est pas à l'ordre du jour. Donc il y a un moment où le citoyen qui est un citoyen, conso-citoyen, il dit, attendez, aux marques, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Et les marques ne sont pas faites pour ça. Alain Cugnot, vous pouvez parler déjà de vos propres comportements et puis au-delà de ceux de vos congénères. À votre avis, quelles sont les expressions du bien commun qui peuvent motiver le consommateur que vous êtes et que nous sommes ? Est-ce que c'est, comme Denis Gancel vient de le dire, la préservation de la planète ? Est-ce que c'est le développement des pays les plus pauvres ? Enfin, sur quelle base éthique on peut imaginer que le consommateur se mobilise ? Je pense qu'en règle générale, les consommateurs sont des personnes assez conscientes des problèmes et que ça ne m'étonne pas ce que vous dites sur les exigences des consommateurs. Ça ne m'étonne pas et en même temps ça me terrifie. Ça me terrifie parce que c'est une chose de mobiliser les forces disponibles dans une direction dont on peut penser qu'elle est bonne. C'est une chose de le faire à titre privé et c'en est une autre de le faire dans l'espace public. Et ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est à la disparition de la distinction entre l'espace privé et l'espace public, avec une espèce d'impuissance de l'espace public, de la force politique, et puis une montée en puissance, peut-être capable de se coordonner, de l'espace privé. Mais alors à ce moment-là, que devient une décision ? Qu'est-ce qu'une décision ? Je comprends bien qu'on est passé du microscopique au macroscopique et que le macroscopique lui-même n'est pas si idiot que ça, qu'il réfléchit et que je pense que d'une façon générale, les personnes ont le sens du bien commun et ont des exigences éthiques assez fortes. Ça, je le pense volontiers. Mais ce qui est beaucoup plus problématique, c'est la façon dont ils vont l'inscrire dans la réalité. Qu'est-ce que vous craignez ? C'est cet affaiblissement des intermédiaires ? Ce ne sont pas les intermédiaires, ce n'est pas l'affaiblissement des intermédiaires qui m'inquiète, c'est la nature même de nos comportements. C'est-à-dire qui prend des décisions. Il y a une époque où prendre une décision voulait dire mobiliser l'autorité de l'État. C'est-à-dire, en démocratie représentative, élire des personnes dont on supposait qu'elles avaient les compétences, et en général, elles ont les compétences, pour penser les problèmes et prendre des décisions. Or, semble-t-il, ce mode de fonctionnement est en régression. Et moins qu'en régression, il est en panne. Il est en panne. Et on assiste à des dérivations pour compenser cette panne. On voit des chemins se mettre en place, mais qui va les coordonner ? Qui va les penser dans leur ensemble ? C'est une chose de... Vous pouvez être un tout petit peu plus concret là, sur ce que vous dites, parce qu'on sent que c'est important, mais quelle manifestation concrète de ce que vous dites dans cette inquiétude que vous exprimez ? Oui, Denis Gancel, vous voulez Non, mais compléter ? peut-être, parce que moi je suis passionné par ce que vous dites, parce que je partage vraiment formidablement votre analyse. J'étaye ou j'associe à ce que vous venez de dire... Nous sommes dans une société paranoïaque, c'est-à-dire nous sommes dans une société, dans tous les pays matures, dans lequel la méfiance est devenue une compétence. C'est ça une société paranoïaque. C'est-à-dire que vous avez 70 à 80% des Français qui n'ont plus confiance dans la politique et qui n'ont plus confiance dans les institutions. Paradoxalement, 87% des Français se déclarent heureux. Et quand vous leur demandez « mais pourquoi vous êtes heureux ?» alors que par ailleurs, vous n'avez pas le moral, et que par ailleurs, je suis bien placé pour le savoir, sur la France est une chance, par ailleurs, vous êtes totalement défaitiste quant aux performances globales du pays. Ah, ils vous disent, mais moi, je suis très heureux, moi. C'est-à-dire, et je pense que mon voisin est heureux. C'est-à-dire que, et quand on le dit, premier motif de satisfaction, c'est le bonheur de mes proches et ma famille. Mais rapporté à la consommation. Donc, j'y viens. Ça veut dire, pour rebondir sur ce que dit Alain, c'est que la sphère de légitimité
qui était autrefois la sphère collective de l'intérêt général, des idéologies du XXe siècle, du rêve collectif, du projet collectif, a cédé le pas au bénéfice du projet personnel, du projet privé, de la sphère privée, puisque de toute façon, on va vivre beaucoup plus dans la sphère privée que dans la sphère collective, à titre individuel. Exemple, le temps du retraité, qui a été multiplié par 10. Le temps du retraité, sur les tables de mortalité, la retraite était calculée entre 3 et 5 ans, la retraite. Aujourd'hui, elle est calculée sur 25 ans. Donc la sphère privée a explosé, et du coup, le consommateur, évidemment, il est au premier rang. Et en fait, il a, par rapport à ce qu'il y a à penser, et je le dis avec humilité, il y a à remettre la marque à sa place, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas bien d'aller chercher la marque sur des sujets pour lesquels elle n'est pas faite. Exemple, Bill Gates qui s'occupe des high schools aux États-Unis, 2500 high schools avec des critères de performance qui sont ceux de Microsoft. Voilà, bilan après un an, un désastre. Donc, vous voyez, et deuxième chose à penser, évidemment, c'est l'impact des nouvelles technologies qui est considérable. Alain Bazot, il reste peu de minutes à notre débat. Moi, j'aimerais bien que vous nous donniez des lueurs d'espoir quant à la capacité que vous pouvez avoir, et d'autres avec vous, à structurer un peu les messages qui sont adressés aux consommateurs pour leur permettre de croire à ce qu'ils entendent dès lors qu'ils sont prêts à faire de leur acte de consommation un acte solidaire, un acte écologique. Disons que nous, ce qu'on s'efforce, c'est de faire en sorte que le consommateur retrouve une authentique liberté. Et donc, on va faire la chasse à toutes les formes de captivité, les difficultés d'accès, parce que quand on dit que le consommateur a le choix, on doit toujours vérifier que des produits alternatifs sont accessibles économiquement, sont accessibles territorialement. Et souvent, on se rend compte que la responsabilité qu'on fait peser sur le consommateur, c'est une responsabilité indue, car il n'est pas forcément en capacité de faire des arbitrages. Alors, on le voit quand je prends un exemple tout bête, tout le monde est prêt à acheter le dernier réfrigérateur qui sera la classe A++, parce que c'est le plus performant qui va être le moins gourmand en énergie. Bon. Sauf que le prix de ces matériels, il n'est pas économiquement, il ne permet pas l'accès au plus grand nombre. Donc il faut payer plus cher pour consommer moins. Bon. Donc ça, c'est une fausse liberté pour le consommateur. Et donc nous, on s'efforce de faire en sorte que partout où le consommateur est enfermé dans des engagements de longue durée, c'est pareil, le consommateur de plus en plus maintenant est enfermé dans des engagements, on le voit en téléphonie, où on peut sortir de son opérateur qu'une fois tous les 2 ans. Donc du coup, le consommateur, finalement, est un peu désaccoutumé. On dit que le consommateur, il est très volatile. En réalité, il n'est pas tant que ça. Parce que c'est très compliqué. C'est toujours une aventure de faire des choix. On n'est jamais sûr qu'on a fait le choix rationnel. Quand vous voyez l'hyper-choix, parce qu'on est dans une société de l'hyper-choix, et je pense que l'hyper-choix, c'est le non-choix. Parce que quand vous avez 50 000 offres en téléphonie, en complémentaire santé, en alimentation, comment voulez-vous vous y retrouver? Donc il est vrai qu'il faut que le consommateur retrouve des repères. C'est vrai que c'est le rôle d'une association comme la nôtre dans la masse de l'information, de faire le tri, de vérifier ce qui est réel de ce qui est fictif. Sur la sincérité des messages, des propositions concrètes à faire, il y a des labellisations qui doivent être revues. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour ça? On a parlé tout à l'heure de légiférer. Est-ce que ça relevait aussi de cette... C'est effectivement au législateur de fixer le cadre. Alors la labellisation, c'est un vaste sujet parce que on croule un peu sous les labels. Après, il faut savoir quel genre de labellisation. Le consommateur est fatigué d'avoir sur un produit 3-4 formes d'autopromotion, de labels. On sait qu'il n'y en a que quelques-uns qui ont réussi historiquement, le label rouge. On en a quelques-uns comme ça. Donc la labellisation, c'est une voie un petit peu difficile. Non, ce qu'il faut, c'est que il faut réinstaurer de la loyauté. On a parlé de la défiance et de la confiance. C'est vrai que ça a déjà été dit, c'est pas nouveau, mais on n'en est pas sorti. Le consommateur, il est quand même plutôt dans une logique de défiance. Il faut retrouver de la confiance si on réinjecte de la loyauté. Je crois que le cœur de la relation commerciale, sachant que pour rebondir ce qui avait été dit, on s'aperçoit que la marchandisation
a complètement envahi toute la société. On a parlé certes depuis longtemps de société de consommation, mais on se rend compte que les zones de non-commercialité ont eu tendance à se réduire. On ne sait plus comment s'occuper en dehors du commerce. Je ne parle même pas de l'ouverture des magasins le dimanche, ou même le dimanche on va aller consommer, mais je crois qu'il faut aussi replacer la consommation dans ce qu'elle devrait être. Ça n'est pas tout le temps libre qui doit être consacré à l'acte de marchandisation et de commerce. Alain Cugnot, si je vous donne une minute de conclusion, vous nous dites quoi? Que je suis entré ici avec un certain nombre d'idées. Elles ont un peu bougé. Oui, dans quel sens? Elles ont un peu bougé parce que je ne pensais pas que la mondialisation en était au point où elle en était. C'est-à-dire, je savais qu'elle existait, mais là, j'ai pu mesurer à quel point il y avait une espèce de fluidité de toute la réalité, et que cette réalité n'était pas enfermée dans un État, mais qu'elle était à l'échelle du monde. Voilà le sentiment que j'ai, avec quand même une très grande inquiétude sur où en sommes-nous du politique. Enfin, c'est ça. Moi, je suis arrivé avec cette angoisse, et je repars avec la même angoisse. C'est-à-dire, est-ce que le politique n'est pas en train de régresser? Et dans ce cas, est-ce que ce ne sont pas les libertés publiques qui sont également en train de régresser? Et même, je dirais, non pas d'être contraintes, mais de s'évaporer. Alors, si vous avez apprécié comme nous Alain Cugnot, vous allez le retrouver en le lisant. Je rappelle La libellule et le philosophe. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dans ce livre, mais justement, on a donné envie de le lire. Teasing, ça s'appelle. Moi, je sais. La blessure amoureuse, un autre livre d'Alain Cugnot, essai sur la liberté affective. Et puis, je crois que ça, c'est un de vos ouvrages fondateurs, n'est-ce pas? C'est le plus proche des débats de ce soir. De l'angoisse à la liberté. Ça devait s'appeler, à l'origine, Apologie de l'indifférence. Voilà. Et puis je rappelle que Denis Gancel nous a proposé La France est une chance, 12 raisons d'être français et optimiste. Enfin, Alain Bazot, consommateur. Si tu savais, la semaine prochaine, il sera question des avocats. L'avocat est-il devenu le maître absolu? Ce sera Catherine Escrive. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours. Merci, au revoir.